d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'info en français. On regarde tout de suite les titres de ce mardi 23 août. Réseaux internet illégaux, certains accusés toujours pas arrêtés ou entendus par la justice, déplore Boutros Khaleb. Les responsables rendront des comptes à la justice, promet Hassan Fadlallah. Accord final de cessez-le-feu à Hasakeh entre forces kurdes et régime syrien. En parallèle, Ankara frappe l'EI près de Jarablos. Bombardement turc également à Manbij contre la milice du YPD. Il a finalement réussi à créer la surprise pour officialiser une candidature attendue depuis longtemps. Tout pour la France, c'est le titre du livre-programme de Nicolas Sarkozy. En mars dernier, plusieurs réseaux illégaux d'Internet étaient découverts. 6 mois plus tard, certains suspects dans cette affaire n'ont toujours pas été arrêtés. Boutros Khaleb s'en est plaint à l'issue de la réunion de la commission parlementaire. Des personnes ayant avoué par écrit posséder des équipements illégaux n'ont pas toujours été entendues ou interpellées, a déploré le ministre des Télécoms. De son côté, Hassan Fadlallah, qui préside l'équipe de travail, a promis que le dossier resterait ouvert jusqu'à ce que les responsables rendent des comptes. Quant à Michel Gabriel Moore, il a quant à lui été bien entendu par le procureur financier ce matin concernant le relais Internet illégal repéré dans le secteur de Zahour. Akram Chayeb met en garde les Kataeb, le parrain du plan gouvernemental de la gestion des déchets, avertit le parti contre la présence, je cite, de forces de blocage dans ses rangs. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Agriculture a exhorté la formation chrétienne, je cite, à ne pas jouer avec la sécurité sanitaire. Cela fait une dizaine de jours que des militants Kataeb bloquent l'entrée du chantier de Bourg-Jamoud. Là où une décharge d'ordures doit être mise en place, le chef du parti, Sami Jmaïel, souhaite que la solution à la crise des déchets passe par la décentralisation. Il a donc appelé la semaine dernière ses partisans à poursuivre la mobilisation. Je vous le disais en titre, en Syrie, un accord final de cessez-le-feu a été conclu entre le régime et les forces kurdes. Après une semaine de combats meurtriers, une source officielle kurde et la télévision d'État ont annoncé la fin des affrontements. Et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Mais pendant ce temps, dans le nord de la Syrie, Ankara a ciblé ce matin des positions de l'EI près de Jarablos. L'objectif est de reprendre la ville que contrôlent les djihadistes, mais aussi de contrer l'avancée des Kurdes du YPD. Le récit de Florent Rodeau. Ces chars turcs ne sont qu'à quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie. Selon plusieurs médias locaux, l'artillerie turque a bombardé ce lundi des positions djihadistes à Jarablos, une ville tombée aux mains du groupe État islamique en 2013. Également visée par les bombardements turcs, la milice kurde YPG à Minbej. Soutenue par Washington, elle a repris la majeure partie de la ville aux djihadistes le 9 août dernier. Elle souhaite désormais reprendre Jarablos, situé plus au nord. Ankara voit cela d'un mauvais œil et juge inacceptable la création d'une entité kurde dans le nord de la Syrie. Nous devons conserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Elle doit être protégée et ne peut pas reposer sur des fondements ethniques. Pas de Kurdes ni de djihadistes, Ankara a l'ambition d'installer des rebelles syriens dans le nord du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des centaines d'entre eux se sont massés du côté turc de la frontière avec la Syrie ces derniers jours. Objectif, reprendre au plus vite Jarablos. À New York, le Conseil de sécurité impuissant sur la Syrie. La situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Aucun convoi n'a pu être acheminé de tout le mois d'août. Tout est prêt pour des interventions d'urgence, mais l'insécurité bloque les humanitaires. Malgré le soutien récent de la Russie à un cessez-le-feu hebdomadaire de 48 heures, les Nations Unies réclament l'engagement de tous pour pouvoir envoyer de l'aide. Stephen O'Brien dresse un bilan terrifiant de la situation des civils. On écoute le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Le peuple syrien a connu une violence indescriptible. Les rapports sont sans fin. Barils explosifs, tirs de missiles, de roquettes, de mortiers, armes chimiques, grenades, napalm, attentats suicides, snipers, bombardements sur les écoles, les hôpitaux, les quartiers civils, viols, détentions illégales, tortures, recrutement d'enfants, sièges de villes entières, des gens délibérément affamés jusqu'à la mort. Tout ça alors que vous avez le pouvoir avec un stylo, avec un simple trait de plume, de faire parvenir de la nourriture à ces personnes.
Enfin, en Irak, les forces spéciales se préparent à une grande bataille, celle de Mossoul, principal bastion de l'EI dans le pays. Ces dernières ont lancé une opération pour reprendre la ville clé de Qayyara, à une 60aine de kilomètres au sud de Mossoul. Les forces progresseraient rapidement. L'offensive a également bénéficié du soutien de la coalition internationale sous commandement américain. Et chose rare, des habitants armés à l'intérieur de la ville ont collaboré avec les soldats irakiens. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP le porte-parole des services du contre-terrorisme. 2 jours après le bain de sang lors d'un mariage kurde à Gaziantep, la confusion règne sur les auteurs de l'attaque. Le président Recep Tayyip Erdogan a d'abord pointé du doigt le groupe État islamique, puis son Premier ministre l'a contredit. Binali Yildirim a déclaré ignorer l'identité des assaillants. Les détails avec Florence Tomaso. Sur les lieux de l'attentat, la gouverneure de Gaziantep au chevet de témoins inconsolables. Ici, des dizaines de leurs proches, dont de nombreux enfants, ont perdu la vie. Le kamikaze, lui, n'est pas encore identifié. On ne sait pas encore qui a commis cette attaque et si c'est un enfant ou un adulte. Il y a une rumeur selon laquelle il s'agit d'un enfant. Bien sûr, les services de sécurité se concentrent sur cette affaire et essayent de trouver des indices. Il ne fait aucun doute qu'à travers ces indices, on découvrira qui est derrière cet attentat. Pourtant, la veille, jour de l'enterrement des premières victimes, Recep Tayyip Erdogan avait affirmé que le kamikaze n'était pas un adulte. Pendant un mariage, un kamikaze âgé entre 12 et 14 ans s'est fait exploser ou a déclenché ses explosifs à distance. Contredit par son Premier ministre, Erdogan aurait-il dressé trop vite le profil du tueur? Le président turc avait aussi affirmé que le groupe État islamique était derrière ce massacre. L'organisation djihadiste n'a jamais revendiqué d'attaque sur le sol turc. Le chef de Boko Haram est sérieusement blessé. Nouvelle annonce de l'armée nigériane en pleine visite de John Kerry dans la région. A tout de suite. L'armée nigériane l'a annoncé ce matin. Le chef de Boko Haram serait sérieusement blessé. Abubakar Shekau aurait été touché dans un raid aérien. 3 commandants du groupe islamiste ont quant à eux été tués. Par le passé, les militaires nigériens ont déjà annoncé à plusieurs reprises la mort du leader terroriste. Cette annonce intervient cette fois-ci en pleine visite de John Kerry. Le secrétaire d'État américain doit justement évoquer la lutte contre Boko Haram dans la région. Au Gabon, la date des élections approche. Le pays se choisira le 27 août un nouveau président. 2 candidats sont déjà favoris. Le chef d'État sortant, Ali Bongo Ondimba, tout d'abord, et puis Jean Ping, l'ancien président de la Commission africaine. Chacun le sait, les voix de la jeunesse vont peser lourd dans la balance. Marcel Amoko et Zigoto Chaya sont partis à la rencontre de jeunes Gabonais. Une foule en délire, moyenne d'âge 25 ans, plusieurs centaines de jeunes électeurs, jusque sur les toits de ce quartier populaire de Libreville, acquis à Jean Ping, principal rival d'Ali Bongo, le président sortant. Un meeting de l'opposition organisé par Christian Emané, lancé à l'assaut du vote jeune, un enjeu crucial pour ce samedi. La jeunesse dans notre pays représente 65% de la population, à peu près la moitié du corps électoral. Et il est nécessaire que la jeunesse se rassemble derrière le candidat Jean Ping, parce que c'est le candidat de l'espérance. Une bataille pour le vote de la jeunesse entre l'opposition et le camp présidentiel, comme ici à Libreville, près de 40% du corps électoral. Chez les pro-Bongo, de jeunes militants choisis pour aller défendre les politiques d'emploi jeunes déjà initiées par le président. Nous avons vu le projet du chef de l'État sur la jeunesse, un jeune, un métier. Donc c'est avantageux, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, que maintenant c'est tout ça là qui nous pousse à soutenir Ali Bongo. Des jeunes en opération porte-à-porte dans ce bidonville pour convaincre les plus âgés ou les plus pauvres de voter à nouveau pour Ali Bongo, ici avec quelques succès. Elle a sa carte d'électeur, elle a sa carte d'identité nationale, avec Ali. Plus loin, si loin de la campagne, de jeunes amateurs de football sans illusion sur l'élection, tel Staël, au chômage comme 40% des 15-35 ans. Sa seule crainte,
le risque de violence d'après-scrutin. Je veux tout simplement que ça se passe très bien, dans un premier temps, et puis après attendre le dernier jour de vote qui est le 27 de ce mois, et puis participer pleinement. Jean Ping, Ali Bongo, deux candidats à la conquête du vote jeune, une des clés de leur duel de samedi prochain. Ryan Lochte, lâché par ses principaux sponsors, le nageur américain continue de subir les conséquences de son mensonge. Le champion olympique a fait croire cet été à une fausse agression au Brésil. Au-delà du tapage suscité par cette affaire, ce sont des centaines de milliers de dollars qui menacent de lui passer sous le nez. Raphaël Vivant nous en dit plus. Plongé en eau trouble pour Ryan Lochte. Le sextuple champion olympique perd le soutien de ses 4 sponsors. L'équipementier sportif Speedo, la compagnie japonaise de matelas Airweave, la marque de cosmétiques Gentle et la marque de vêtements Ralph Lauren. Speedo s'est exprimé sur son compte Twitter. Bien que nous ayons apprécié notre relation gagnante avec Ryan durant plus d'une décennie et qu'il ait été un membre important de l'équipe Speedo, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur un comportement contraire aux valeurs que la marque défend depuis longtemps. Ryan Lochte et ses 3 coéquipiers avaient annoncé s'être fait braquer par des faux policiers dimanche 14 août, après une soirée arrosée dans un quartier huppé de Rio de Janeiro. Une version contredite par la police brésilienne. Elle s'appuie sur des images de vidéosurveillance et accuse les nageurs d'avoir uriné sur les murs et dégradé les portes des toilettes. Dimanche, Ryan Lochte s'est excusé à la télé brésilienne. Il a avoué avoir exagéré, mais pas menti. J'ai arraché une affiche d'un mur de la station-service. Et en sortant, les agents de sécurité avaient une arme. Nous sommes sortis du taxi, les armes étaient pointées vers nous et un des types, le traducteur ou quelqu'un d'autre, est sorti de la station-service pour aider en disant « Il faut que vous payiez ». La police brésilienne réfute le vol, mais déclare que le vigile a bien pointé son arme sur le groupe, car l'un des hommes était agité. Embarrassé par ce scandale, le CIO a annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire samedi pour déterminer si les 4 nageurs devraient être sanctionnés. C'est loin d'être une surprise, mais il est tout de même parvenu à créer l'événement « Tout pour la France ». C'est le titre du livre de Nicolas Sarkozy. Il a ainsi officialisé hier sa candidature à la présidentielle de 2017. La sortie de l'ouvrage, publié chez Plon, a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. L'ancien président français y dévoile son programme. Il y est question d'identité, de laïcité, d'immigration, mais aussi d'économie et bien sûr de lutte contre le terrorisme. Le candidat a par ailleurs annoncé quitter son poste de chef de parti des Républicains pour se consacrer pleinement à sa campagne. Il sera remplacé par Laurent Wauquiez. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Réseaux internet illégaux, certains accusés toujours pas arrêtés ou entendus par la justice, déplore Boutros Haleb. Les responsables rendront des comptes, promet Hassan Fadlallah. Accord final de cessez-le-feu à Al-Saké entre forces kurdes et régime syrien. En parallèle, Ankara frappe Leuil, près de Jarablos. Bombardement turc également à Manbij contre la milice du YPD. Il a finalement réussi à créer la surprise pour officialiser une candidature attendue depuis longtemps. Tout pour la France, c'est le titre du livre-programme de Nicolas Sarkozy, publié aux éditions Plon. L'ouvrage est sorti hier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.